Docteur Marois, vous m'expliquez là, les résultats de cette étude-là randomisée que vous aviez faite là, en 1998. Donc, celle-là a été faite en 2000. En 2000, Ouais. c'est ça. Quelque temps après les premiers résultats préliminaires. Et puis, parlez-nous de ces résultats. En fait, dans cette étude-là, finalement, il y a eu seulement 2 groupes. Les groupes traitaient à plus haute pression puis à plus basse pression, donc l'équivalent d'une chambre d'hôpital, puis l'autre, la chambre que les gens utilisent à la maison souvent. Et chez ces enfants-là, on a traité 115 enfants, divisés en 2 groupes. Et personne ne savait dans quel groupe ils étaient. On a tout mesuré. On mesurait autant leur mémoire, leur attention, leur motricité fine, leur langage, la motricité grossière, avec des outils standardisés. Des enfants jeunes? C'est des enfants qui avaient entre 3 ans et 9 ans. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment faker. Non, écoute, là-bas, on fait des mesures, puis comme ils ont souvent des petites atteintes cognitives, c'est pas toujours le cas en paralysie cérébrale, mais il y en a beaucoup qui en ont un peu. Évidemment, il y en a qui ne savaient même pas qu'il y avait un traitement là, parce qu'ils étaient plus atteints. Donc, on a tout mesuré. Et on a regardé ça à la fin, puis ça a été vraiment extrêmement impressionnant. En combien de temps? Là, les enfants ont reçu 40 traitements en l'espace de 8 semaines. OK, donc, 5 par semaine. 5 par semaine pendant 8 semaines. Donc, ils ont reçu 40 traitements. Et on a vu des changements spectaculaires dans tout. Autant au niveau de la motricité fine, au niveau de l'attention, au niveau cognitif, au niveau du langage, etc. Plus que ce qu'on n'avait jamais mesuré avant dans n'importe quelle recherche sur la paralysie cérébrale. En fait, puis les 2 groupes d'enfants ont évolué exactement de la même façon. Le groupe qui recevait la petite pression, le groupe la grosse pression. Et quand on a publié je dois dire qu'on a eu énormément d'embûches justement pour la publication parce que le Fonds de recherche en santé du Québec voulait absolument arriver à une conclusion à l'effet que ce traitement-là n'avait aucune efficacité et essayait de faire croire que le traitement à basse pression qu'on donnait, c'était un traitement placebo, donc un traitement qui ne fait absolument rien. Donc, si ce groupe-là avait des améliorations, ça venait prouver que le traitement ne servait à rien. Exactement. Okay. Si on acceptait l'idée qu'il s'agissait d'un effet placebo ou d'un traitement placebo. Mais le problème, c'est que ça n'était pas. Des résultats mauvais où on a regretté d'avoir mis à l'étude un enfant. Est-ce que ça l'a conclu? Est-ce que ça a amené des problèmes? Non. En fait, il y a eu 0 complications sur tous les enfants. Et en fait, les résultats étaient tellement impressionnants que ça a été publié ça dans The Lancet. The Lancet, c'est la plus grosse revue médicale au monde. Et c'est... Même l'éditorial de Lancet a repris notre article pour parler justement de l'espoir que ça suscitait. Et l'Agence de santé américaine de santé, donc American Health Agency, a fait un gros travail de recherche sur la recherche qu'on avait faite. Ils arrivent à la conclusion, eux, qu'on ne peut pas penser qu'il s'agit d'un effet placebo parce que les résultats sont trop impressionnants. Fait qu'il faut penser que les 2 traitements sont également efficaces. Donc là, ça ouvrait la porte énorme sur la possibilité qu'un traitement vraiment banal, simple à utiliser, qu'on pouvait même utiliser à la maison, ait autant d'effets qu'un gros traitement et que ça pouvait changer la vie des enfants. On venait de démocratiser le traitement là aussi. Là. Malheureusement, quand ça a été publié dans le Lancet, le gouvernement, le lendemain de la publication, ou je pense même la journée même, ont envoyé un communiqué de presse dans la presse internationale, partout, en disant que le traitement avait été complètement inefficace. Et dans leurs documents, dans leur avis, dans l'article qu'ils avaient publié, ils disaient qu'ils ont changé complètement le titre de l'article qu'on avait publié nous et ont changé complètement la conclusion. Nous, on arrivait à la conclusion qu'il était fort possible que les 2 traitements soient également efficaces puis qu'il fallait faire d'autres recherches. Mais comme il n'y avait pas de groupe contrôle, on aurait aimé ça en avoir un, mais il avait été aboli justement par le gouvernement. Le groupe contrôle, c'est le groupe qui ne reçoit aucun traitement. Donc, dans ce temps-là, quand on voit un groupe contrôle qui ne reçoit pas de traitement puis qui ne bouge pas puis que tu vois les 2 autres
la preuve est là. Mais comme il n'y avait pas de gros contrôle, puis il y avait juste 2 groupes, le gouvernement essayait de faire croire que, écoute, c'est un effet placebo, etc. Peut-être que c'est juste le temps qui a fait que ces gens-là allaient mieux. Sauf qu'on n'avait jamais mesuré chez des enfants de cette nature-là, avec cette pathologie-là, des effets aussi importants. Et donc, ça fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle « Médecine sous influence ». Donc, les gens peuvent aller le voir en ligne n'importe quand. C'est l'Office national du film qui a fait ce film-là, où on parle vraiment de la fraude scientifique que le gouvernement a fait à cette époque-là. L'émission JE a fait une émission complète juste sur la fraude que le gouvernement a fait à cette époque-là pour essayer de faire croire que le traitement ne fonctionnait pas. Ils ont trafiqué donc On a tué un traitement qui aurait pu améliorer la vie de milliers de Canadiens et de Canadiennes. Puis malheureusement, c'est pas juste au Québec que ça a eu un impact. Comme ils ont envoyé ça dans la presse internationale, la conclusion, c'est qu'il faut mettre ce traitement-là sur les tablettes. Donc, après ça, on ne pouvait même plus vraiment en parler du traitement, même au Québec. Mais on a décidé d'ouvrir quand même une grosse clinique. Quand je dis on, c'est pas moi, mais j'ai aidé les gens à s'organiser pour ouvrir une clinique pour traiter des enfants qu'on suivait ici au Québec. Parce que suite à la recherche, il y avait plein de centres qui avaient ouvert partout au Canada. En Ontario, il y en avait 2-3, à Ottawa, à Toronto, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Colombie-Britannique. Mes patients allaient là pour se faire traiter, alors que la recherche avait été faite ici, puis qu'on avait des chambres disponibles ici. Mais le Collège des médecins empêchait à ce moment-là d'utiliser le traitement, puis s'objectait à toute ouverture d'une clinique. La clinique s'est quand même ouverte à Longueuil, une clinique avec une grosse chambre hyperbare, parce que le propriétaire était vraiment quelqu'un très plugué sur le plan politique. Il y avait beaucoup de pouvoir. C'était Michel Brunet, qui était le président de la Banque nationale, puis de la financière, puis qui a été après ça président de la Caisse de dépôt. Lui, il a pu ouvrir la clinique sans trop se faire taper sur les doigts. Puis là, nous, on a fait une autre recherche sur les patients qui étaient traités à cet endroit-là. Fait qu'il y a plus d'une centaine d'enfants qui ont été traités avec des mesures avant et après. On a montré encore les mêmes résultats avec ce traitement-là. Donc, les résultats ont été confirmés par la suite. Ont été confirmés avec une autre recherche qu'on appelle une recherche longitudinale où on mesurait les enfants avant et après, mais on n'avait pas de groupe de contrôle. J'ai continué de me battre parce que je pensais qu'à chaque fois qu'on avait des résultats comme ça, que le gouvernement était pour payer. On a eu plein d'interventions à l'Assemblée nationale sur ce traitement-là, mais à chaque fois, ça finissait en queue de poisson. Donc, on a décidé de faire une autre recherche. Puis au Québec, j'étais bloqué. Il n'y avait plus de possibilité de faire la recherche sur ce traitement-là. Fait que j'ai travaillé avec un de mes collègues qui est à Delhi, en Inde. Donc, on a fait une très grosse recherche à cet endroit-là avec 4 groupes d'enfants, donc 3 qui recevaient des traitements différents d'hyperbare. Et là, il y avait vraiment un groupe contrôle. Et là, cette recherche-là, qui a été publiée à peu près une dizaine d'années, a démontré des résultats encore une fois spectaculaires, avec une énorme différence entre les groupes qui recevaient uniquement de la thérapie et les 3 autres groupes qui avaient reçu de l'hyperbare. Puis les 3 autres groupes qui recevaient de l'hyperbare, peu importe la pression, la petite pression, la moyenne pression, puis la haute pression, les résultats étaient les mêmes. Donc, encore une fois, ça confirmait... Et puis là, encore une fois, c'est pas plus populaire aujourd'hui, c'est condamné. C'est encore condamné. Puis même si c'est utilisé quand même partout, de plus en plus à travers la planète, c'est pas encore reconnu comme une indication. Donc, après ça, on a dû refaire une autre intervention. Et là, j'ai mis en place une grosse recherche sur tous les articles qui ont été publiés sur la paralysie cérébrale à ce jour et sur les effets de n'importe quel traitement, que ce soit de la physiothérapie, de l'équitation thérapeutique, du botox, des cellules souches, des radicectomies, des chirurgies qu'on fait dans le dos des patients pour diminuer la spasticité, puis pour comparer les effets de l'hyperbare à tous les traitements que l'État reconnaît comme étant valides aujourd'hui. Et puis, le résultat, rapidement? Rapidement, écoutez, c'est quand même impressionnant ce qu'on a mesuré parce qu'avec cet outil-là, on est capable donc de faire la comparaison avec l'évolution qu'aurait dû avoir un enfant.
Et ce qu'on voit dans cette recherche-là, c'est que toutes les approches de thérapie reconnues par le gouvernement, où les effets sont... Merci. On le voit à l'écran, oui. Okay. Donc, si on voit à l'écran, donc, Common PT, c'est la physiothérapie habituelle. On voit que lorsque les enfants font de la thérapie 2 fois ou 3 fois par semaine, ils vont améliorer. Bien, c'est ça. Dans un prochain segment, on va toucher justement à ces résultats-là. Super.